Moi, je suis arrivé à la présidence du syndicat en 2008, au renouvellement des instances municipales, et j'étais convaincu que le développement, on était dans une situation toujours la même. Je ne reviendrai pas sur la première table ronde, on a bien planté le décor, hein, la fragilité vers l'acquisition de véhicules électriques du fait de son autonomie, malgré des trajets qui sont plutôt courts. Et donc l'idée était de réfléchir à une stratégie de maillage qui sécurisait les usages. C'était l'esprit de la réflexion. Et moi, je me suis appuyé sur un exemple loupé en Indre-et-Loire. Dans la fin des années 90, il a été permis au département de travailler au déploiement des infrastructures numériques, notamment la fibre optique, pour pouvoir amener Internet un peu au fin fond de tous les territoires. Et la nature ayant horreur du vide, le département ne l'a pas fait. L'agglomération Tourangelle a une particularité en Indre-et-Loire, c'est qu'en gros, les 23 communes de l'agglomération représentent 50% de la population. Et donc, il y a énormément, mais ils ont 80% des emplois du territoire. Donc, tous les jours, il y a énormément de trajets domicile-travail vers l'agglomération Tourangelle, qui est centrale, qui est à pas plus de 100 km de toutes les villes périphériques. Et donc, cette particularité faisait qu'on allait fragiliser le dispositif si on n'anticipait pas les choses et que forcément l'agglomération Tourangelle allait se doter des infrastructures de charge, c'est évident. Mais par contre, les territoires ruraux resteraient comme pour l'Internet, dans un désert où ils ne verraient plus jamais les choses se faire. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité lancer cette démarche et j'ai pu le faire grâce un préfet qui avait aussi une avancée, je pense, sur ses collègues, sur le rôle. Il a essayé d'insuffler un plan départemental de croissance verte pour le département. Et moi, j'ai été lui proposer que le syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire soit, en fin de compte, l'interlocuteur privilégié d'un schéma départemental de déploiement des infrastructures de charge des bornes, de charge des véhicules. Alors, ça nous a permis de faire une fiche action dans ce plan départemental de croissance verte. Et bon, on vous rappelle rapidement ce qu'il y avait comme thématique, mais bon, vous le voyez, c'était bon, évidemment l'installation, un service public organisé sur le territoire et non pas uniquement sur la grosse masse de population, mais aussi vers les territoires ruraux, pour éviter que ça soit encore un outil discriminant et de fractures supplémentaires entre rural et urbain. Et puis, on s'était donné quelques grandes règles, mais surtout qu'en fin de compte, jusqu'à maintenant, l'initiative privée avait été absente de notre territoire et qu'il fallait que les pouvoirs publics s'en emparent. Donc, si vous voulez passer au suivant, on a travaillé, vous voyez la chronologie, donc on s'est adressé à un questionnaire, on a fait quelque chose de très simple, par mail aux 276 communes du syndicat, en disant, première question, vous sentez-vous concerné par le véhicule électrique, oui, non? Excusez-moi, à cette étape-là, justement, où vous dites à monsieur le maire, est-ce que vous voulez une borne chez vous? Est-ce que le maire en question avait l'information nécessaire qu'il peut avoir auprès d'Isabelle Rivière, de Marie Castelli ou d'autres pour savoir justement quels étaient les enjeux que ça allait prendre, qu'il y avait forcément un marché qui allait se développer? Si vous voulez, le maire, il a plein d'autres soucis, il a sa toiture, ses routes, ses écoles, etc. Mais volontairement, on aurait pu prendre plein de temps, c'est-à-dire le travail préparatoire préalable à la pédagogie sur ce qu'était le véhicule électrique, ou alors, moi je vais dire, on va faire une autre chose. On en parlait déjà, mais bon, tout le monde a des degrés différents d'information, mais il y avait eu aussi un gros renouvellement des équipes municipales, avec plus de 41% de nouveaux maires, un rajeunissement important, et je me suis dit avec des gens qui sont peut-être plus sensibles à ces sujets. Et on est parti d'un principe en disant on va déjà faire un questionnaire en fonction du taux de réponse, on verra s'il faut aller plus loin ou pas. Et donc, très binaire, c'était 5 questions. Êtes-vous sensible, oui, non? Si oui, seriez-vous intéressé par le déploiement d'une borne de charge? Oui, non. Ensuite, si oui, avez-vous identifié une place sur votre territoire communal où elle pourrait être implantée? Oui, non. Si oui, est-elle à proximité d'un réseau de distribution d'énergie électrique? Oui, non. Et puis voilà. Et on leur a demandé de retourner. À notre grande stupéfaction, il y a plus d'un tiers des communes qui ont répondu favorablement, 89 exactement. La moitié de celles qui restaient qui ont dit nous, pas particulièrement, mais pourquoi pas. Et puis les autres qui ne se sentaient pas concernés. Et du coup, lorsqu'on les a placés sur la carte, on l'a peut-être après, la carte dans le dispositif sur le slide. Voilà. Vous voyez qu'on avait une couverture, quand on regardait ces 89 communes, où il y avait très peu de poches, où il n'y avait pas de communes qui n'avaient pas répondu. Le hasard a bien fait les choses pour votre territoire, là, non, mais, dans un premier temps. Alors, c'était le premier temps, mais s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on aurait peut-être une démarche plus directive, comme l'a fait peut-être mon collègue, mais s'appuyant sur cette volonté, on est parti déjà avec celle-ci.
Donc on a entamé un travail de proximité pour là aller regarder réellement dans les communes où il fallait le mettre. Et je reviens sur un aspect technique qui était très important. Notre volonté était de ne pas que cette nouvelle technologie fragilise un peu plus notre réseau de distribution. On a sur notre territoire, le département de l'Indre-et-Loire fait partie des 5 départements de France où le temps de coupure annuel est le plus important. C'est comme ça, c'est le poids de l'histoire, des départs très longs, enfin des perspectives, mais c'est la réalité. Donc il ne fallait pas qu'un nouvel outil vienne fragiliser encore plus l'usage des usagers dans leur fonctionnement du quotidien. Donc on avait fait un choix dès le départ, c'était d'être sur des charges lentes ou accélérées, mais pas de rapide pour des questions de puissance et que le réseau n'était pas dimensionné pour pouvoir le faire, excepté sur quelques points en centre urbain, mais sur le rural très peu. Donc on est parti sur ce point-là. Et on a proposé donc aux collectivités locales, donc on est allé sur place, on a fait notre schéma, et très rapidement, on est parti, on a voulu déposer le dossier auprès de l'ADEME, qui à l'époque venait d'être donc destinataire d'un projet ambitieux de déploiement des bornes de charge sur le territoire. Et donc ça a été le premier dossier instruit en France, proposant un schéma départemental, donc 96 bornes initialement, parce qu'il y avait 89 communes, mais certaines qui en avaient voulu plus qu'une. Et puis ensuite, on a travaillé sur les trajets domicile-travail, donc avec les zones d'activité. On a identifié les zones d'activité avec le nombre d'emplois, et on a imaginé un nombre de bornes. Puis, on a prévu une tranche optionnelle encore pour les communes qui n'avaient pas répondu favorablement, mais qui, au moment où le schéma se mettrait en œuvre, dirait bah oui, mais au départ on voulait pas. On sait qu'il n'y a pas toujours que des gens aventuriers. Ouais. Il y en a qui laissent essuyer les plates par d'autres et qui ensuite veulent venir. On s'est dit prévoyons ça. Donc ça nous a fait un schéma avec 276 bornes, donc 550 points de charge, puisque on avait fait le choix d'avoir des bornes doubles pour accorder. Et on a commencé à déployer. Et vous en êtes où alors aujourd'hui ? On a atteint les 100 bornes déployées. La première tranche est en phase d'achèvement. Elles sont pour l'instant posées. Il y en a 82 qui sont raccordées, mises en service. Donc ça fait 164 points de charge sur le département, et pas que dans des communes de l'agglomération. Il y en a vraiment dans les territoires éloignés. Et un petit point complémentaire que je voulais apporter, c'est qu'on a très vite été confronté à la réalité. On a pu proposer une mode de financement qui est assez intéressant pour les collectivités locales, sur un coût de borne qui oscille entre 9 et 12 000 euros. Quand je parle de ça, c'est la borne, les frais de raccordement, l'aménagement des places, la signalétique qui va autour, enfin tout ce qu'il y avait. On a pu permettre un financement à hauteur de 80%. Donc il restait en gros une charge entre 2 000 et 2 500 euros pour collectivité. Donc c'est pas énorme, mais il y a des petites communes avec 150 habitants qui nous disaient, le maire me disait, mais attends, quand je vais faire passer ça au conseil municipal, on va me dire, attends, on aura peut-être un ou deux véhicules électriques et peut-être jamais. Comment on va pouvoir faire passer ça ? Et là, j'ai proposé un service supplémentaire, c'est de dire que la borne pouvait servir autre chose que pour la charge. C'est-à-dire que c'est votre idée géniale, allez-y, parce que ça va plaire, allez-y. C'est le développement d'un coffret foire et marché. Puisque ça avait vocation d'être en centre-ville, il y a plein de collectivités pour une kermesse annuelle qui étaient amenées à faire des branchements provisoires d'énergie qui leur coûtaient entre 800 et 1000 euros chaque année. Moi, je leur ai dit, vous investissez dans la borne une fois et vous aurez la capacité d'avoir le branchement toute l'année avec l'énergie qui est payée par le syndicat et qui vous permet... Le fameux coffret, c'est vous qui le payez ? Alors non, le coffret, c'était une option d'achat qui est permis avec la borne, mais qui coûte aux alentours de 1500 euros. Mais si vous regardez, quand vous faites 2 branchements provisoires par an, au bout de 2 ans, vous avez amorti. Et ça permettait aux gens d'apporter d'autres usages parce qu'ils n'utilisaient pas au quotidien, alors que là, ils l'ont en service. Donc, au lieu de l'utiliser que 2 fois, ils peuvent l'avoir toute l'année. Et on a vu plein de maires qui étaient réticents au moment dans l'esprit en disant oui, mais c'est quand même de l'argent public, on va me dire que je le dépense pour rien. Et là, en fin de compte, il y a un retour direct sur des frais de fonctionnement qui étaient quotidiens, qui a permis de franchir l'étape. Mais moi, qui était pour mon objectif le plus important, c'était le maillage géographique de ce territoire qui fait qu'en fin de compte, on n'a pas une borne qui est distante de plus de l'autre de 20 km et qui nous permet de sécuriser les usages. Alors, un an ou 2 ans après, qu'est-ce que vous avez comme retour à la fois des maires qui sont en face de vous, ici, enfin les maires de Fiole, et puis des usagers? Est-ce qu'ils vous disent, bon, ça fait joli pour le prestige du département, c'est bien, puis le coffret foire et marché, c'était une bonne idée, mais est-ce qu'elles sont utilisées, ces bornes? Alors, 2 niveaux. J'ai oublié un point. En parallèle, le syndicat a proposé
un accompagnement financier des collectivités locales. C'est-à-dire qu'on donne une subvention, en plus du bonus écologique, de 3 500 € par véhicule, qui permet là de franchir les derniers freins psychologiques, c'est-à-dire de dire là vraiment c'est moins cher qu'un véhicule thermique. Tout à l'heure, Marie Castelli évoquait le fait que ça coûte aussi cher. On s'est dit, si ça coûte aussi cher, on n'ira pas lutter contre les réticences. Si ça coûte moins cher, alors là, on est capable, et notamment pour des véhicules qui avaient peu de trajets. Le vice-président de l'association tout à l'heure évoquait le coût, un petit peu le delta de coût de fonctionnement. Et bien, ça nous permettait par cet achat moins cher d'amortir le coût de batterie. Donc aujourd'hui, ce qu'on est sûr, c'est que déjà on a vu le nombre de collectivités locales qui ont investi, parce que c'est nous qui délivrons les subventions, donc ils ne nous oublient pas, hein, ils la demandent évidemment. Donc on en a fait, parce qu'on a commencé dans les années 2000 l'aide aux véhicules électriques, il y avait une opération qui avait été faite sur l'Indre-et-Loire. On en avait vendu 100 en 10 ans. On en a fait 43 en 2 ans. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu un vrai engouement. Et pour ce qui est de l'immatriculation du parc privé, on le mesure à 2 niveaux, les enregistrements des cartes grises en préfecture, mais aussi la délivrance des cartes d'accès que l'on fait, soit au travers des collectivités locales, soit au travers du syndicat. Et aujourd'hui, on voit les graphiques qui nous étaient présentés tout à l'heure par Marie Castelli, l'Indre-et-Loire est clairement dans cette dynamique d'installation. Alors, je ne sais pas à quel seuil on pourra atteindre un niveau plancher qui fera qu'on va stabiliser les usages. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on a permis des fréquentations avec un travail plus largement, ça a été un petit peu abordé, mais je veux donner un tout petit focus qui me semble important, c'est qu'on a travaillé, je l'ai dit, sur les zones d'activité, mais on a travaillé aussi sur les aires de covoiturage avec le Conseil général pour essayer de regrouper sur les aires d'arrivée du tramway de l'agglomération Tourangelle pour permettre d'aller jusqu'au bord des points de regroupement, mais aussi on a fait un travail sur l'écotourisme. On a la chance en Indre-et-Loire d'avoir bon nombre de châteaux qui sont propriétés pour partie du Conseil général, avec lequel on a décidé de dédier des places ouvrées pour organiser, depuis la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps ou de Tours, des parcours d'écotourisme en week-end, des gens qui arrivent en TGV ici dans l'agglomération Tourangelle, et puis qui vont pouvoir aller visiter des sites équipés, et au biais d'hébergements qui eux aussi fait le travail dessus. Donc ça a permis, on voit bien, d'aller vers d'autres usages. Et aujourd'hui, c'est le travail qui est mené. Alors c'est encore un peu frais pour avoir un retour réel d'impact sur le parc. On sent une dynamique autour de ça. Et on a pu faire un travail aussi de proximité avec les collectivités, notamment les plus importantes, mais aussi avec les entreprises présentes sur le territoire, les grosses entreprises. Et il y a aujourd'hui, on sent un allant pour permettre d'aller plus loin dans le dispositif. Donc vous encouragez votre ami et collègue Jean-Noël Loury à aller dans le bon sens. Mais je crois que les échanges que nous avons pu avoir au sein de la FNCCR ont vraisemblablement été peut-être à l'initiative du mouvement aujourd'hui, mais je pense que c'est une démarche importante. Dernier point que je n'ai pas évoqué, c'est le travail qu'on a mené sur l'interopérabilité. Ce qui est un souci très important, c'est de permettre à n'importe quel usager du territoire, ça a été rappelé tout à l'heure par le directeur régional d'EDF, qui puisse arriver avec des outils modernes, le smartphone, donc un flashcode sur les bornes, un système central de suivi. J'ai sur ma tablette ici aujourd'hui la capacité de vous donner le visuel de toutes les bornes du département. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui occupées? Qui l'occupe? Parce qu'on a le référentiel du badge qui l'a ouvert. Mais aussi, je peux déverrouiller à distance quelqu'un qui a perdu son badge entre le moment où il est venu, lui ouvrir la trappe pour qu'il puisse rentrer chez lui. Donc on a un outil moderne de gestion, mais qu'on souhaite mutualiser, élargir. Et dans l'esprit, c'est demain le grand Liberty autoroutier pour les bornes de charge, parce que je crois que c'est vers ça qu'on doit aller. Merci beaucoup, Monsieur le Président.